Alors, il y a cet homme. C'est l'homme le plus riche d'Europe. Son nom est Bernard Arnault. Et vous ne connaissez peut-être pas son visage, mais je vous garantis que vous connaissez son œuvre. Pensez aux choses les plus chics et les plus luxueuses que vous puissiez imaginer. Un sac à main Louis Vuitton, une bouteille de champagne Dom Pérignon, une bague de diamants Tiffany. Cet homme est en quelque sorte le Père Noël de la vie réelle pour les gens qui ont beaucoup trop d'argent. Il dirige un empire appelé LVMH, qui est une collection des marques les plus désirables de la planète. Mais comment une seule personne a-t-elle pu bâtir un royaume basé sur des choses dont nous n'avons techniquement pas besoin, mais que nous désirons désespérément? Ce n'était pas un accident, c'était un plan secret, et aujourd'hui, nous allons le révéler. Alors, si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il faut pour bâtir un empire, faites-moi une faveur et appuyez sur le bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ça. L'histoire de Bernard Arnault est plus qu'une simple étude de cas commercial. C'est une grande aventure. C'est comme regarder un maître stratège jouer une partie d'échecs mondiale. Mais au lieu de pions et de reines, il utilise des maisons de couture et des caves à champagne. Il a vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu, que le luxe ne concerne pas le produit lui-même. Il s'agit de l'histoire. Il s'agit du sentiment. Il s'agit de vendre un rêve qui est juste hors de portée pour la plupart, mais d'une proximité tentante pour certains. Et il a trouvé comment embouteiller ce rêve, lui mettre une jolie étiquette et le vendre pour une fortune. Son objectif n'était pas seulement de gagner de l'argent, c'était de créer un empire du désir, un héritage construit sur l'idée même de l'élégance intemporelle et de la qualité intouchable. Chaque grande histoire a besoin d'un héros, et notre héros ne commence pas là où on l'attend. Bernard Arnault n'est pas né dans le monde de la haute couture. Il ne dessinait pas de robes enfants, ni ne fréquentait les designers parisiens. Non, notre homme était un homme de chiffres. Né en 1949 dans le nord de la France, il a fréquenté la prestigieuse école polytechnique, qui est en quelque sorte le MIT français. C'était un ingénieur brillant. Il a appris le béton, la construction, les feuilles de calcul. Sa famille était dans le bâtiment. Son chemin semblait donc tout tracé. Construire des bâtiments, gérer des projets, mener une vie confortable et respectable. Mais Arnault avait un autre type de projet de construction en tête. Il ne s'intéressait pas à la construction de maisons, il voulait bâtir un empire. L'étincelle est venue lors d'un voyage aux États-Unis, dans les années 1970. Il est monté dans un taxi à New York et a demandé au chauffeur ce qu'il savait de la France. Il s'attendait à Napoléon ou Charles de Gaulle, mais le chauffeur a répondu « Christian Dior ». Ce fut le déclic. Arnault a réalisé que le nom d'une marque de luxe pouvait être plus puissant, plus internationalement reconnu que le nom d'un président. Il a su, à ce moment précis, que c'était le monde qu'il voulait conquérir. Imaginez que vous achetiez un immense château délabré, juste pour un seul beau tableau dans le hall. C'est en gros ce qu'Arnault a fait en 1984. Il a pris le contrôle du groupe Boussac, un gigantesque fouillis sanglant d'entreprises, des usines textiles, des lignes de production de couches jetables. C'était un désastre financier. Les investisseurs fuyaient en masse. Mais Arnault, notre héros au sang-froid, gardait les yeux sur le prix. Christian Dior. Il avait une vision. Si le reste était un passif, Dior était négligé. C'était un géant endormi. Il allait le réveiller. Pas avec un baiser, mais avec une restructuration impitoyable. La tâche était monumentale. Chirurgie à cœur ouvert sur la corporation. Ce n'était pas joli. Il a vendu la plupart des actifs. Il a licencié des milliers de travailleurs. C'est là qu'il a acquis sa réputation de dur. Les médias et les syndicats l'ont attaqué. Ils l'ont dépeint comme un prédateur froid. Pour Arnault, c'était un mal nécessaire. Il coupait les membres malades pour sauver le cœur. Il déblayait les décombres pour révéler le chef-d'œuvre. Il ne voulait pas juste faire de l'argent rapide. Il posait les bases d'un empire rentable. Dior allait être cette base. Maintenant, une question rapide pour vous. Avec Dior ressuscité et rugissant, Arnault avait sa preuve de concept. Il avait une formule, et maintenant, il voulait l'appliquer à tout. Son ambition est passée en surmultiplication. Il a regardé le paysage du luxe en France, qui était rempli de vieilles maisons familiales, riches en héritage, mais souvent pauvres en stratégie commerciale. Elles étaient comme de vieilles bouteilles de vin poussiéreuses dans une cave, attendant que quelqu'un reconnaisse leur valeur. Arnault est devenu le collectionneur ultime. Mais il ne voulait pas seulement les collectionner, il voulait les transformer. Il voulait réaliser une sorte d'alchimie commerciale, transformer ces marques historiques mais endormies en machines à sous puissantes et mondiales. Ce fut la prochaine phase de son plan secret. Son coup le plus célèbre et le plus audacieux est survenu à la fin des années 1980.
il a jeté son dévolu sur LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. À l'époque, c'était une entreprise nouvellement fusionnée et les dirigeants de la famille Louis Vuitton et du groupe Moet Hennessy s'affrontaient. Il y avait un conflit interne, une lutte de pouvoir classique. Arnault a vu cette faiblesse comme son ouverture. Il a joué les deux camps l'un contre l'autre, achetant lentement et discrètement des actions de l'entreprise. Il a agi comme un allié utile pour un camp, puis pour l'autre, tout en consolidant son propre pouvoir. C'était un feuilleton d'entreprise, plein d'intrigues et de trahisons. Quand ils ont réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Bernard Arnault, l'outsider, était devenu l'actionnaire majoritaire. Il était le roi du château. Une fois aux commandes, il a appliqué sa formule avec une efficacité impitoyable. Pour chaque marque, bâtir un empire est une chose, le défendre en est une autre. Alors que LVMH devenait un titan, Bernard Arnault s'est retrouvé face à des ennemis sur tous les fronts. Les premiers étaient les critiques. L'establishment français ne l'a jamais vraiment adopté. Il le voyait comme le loup en cachemire, un capitaliste impitoyable ayant racheté des marques familiales. Il l'accusait de désinfecter la culture, de transformer l'art en marchandise. Il menait une bataille de relations publiques, cherchant à paraître mécène, gardien de l'artisanat français. C'était une marche sur la corde raide, astucieux pour les investisseurs et comme un amateur d'art passionné pour le public. Puis, la concurrence. On ne devient pas roi du luxe sans rivaux puissants. Son plus grand ennemi, François Pinault, le fondateur du groupe Kering, Gucci, Saint Laurent, Balenciaga. La rivalité est légendaire, comme un match de boxe poids lourd sur des décennies. Bataille pour le contrôle de marques précieuses. Les guerres des sacs à main pour Gucci à la fin des années 90. Arnault a perdu ce combat, une défaite rare et publique, mais cela l'a rendu plus déterminé. Il resta vif, innovant et agressif. Au-delà des rivalités, d'immenses risques financiers. Le marché du luxe est volatile, il dépend de l'économie mondiale. En crise, un sac à main à 5 000 $ est souvent le premier luxe à sauter. Arnault a navigué plusieurs ralentissements, la crise asiatique des années 90, la récession mondiale de 2008. Il a diversifié son empire. Le génie du conglomérat LVMH, la diversification fut un amortisseur, protégeant l'empire. Surprise, sa stratégie acceptait l'échec. Alors, après tout ce drame, que pouvons-nous apprendre? L'homme qui a bâti un royaume avec des sacs à main et du champagne. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour utiliser son manuel. Les leçons sont étonnamment simples et puissantes. La première et la plus importante est celle-ci. Ayez une vision à long terme, limpide. Arnault ne se contentait pas de racheter des entreprises. Il avait un plan de 30 ans dès le départ. Bâtir le groupe de marques le plus désirable au monde. Chaque décision, chaque acquisition, chaque licenciement, chaque embauche a été faite avec cet unique objectif en tête. Il savait exactement où il allait. La plupart des gens dérivent dans leur carrière. Arnault avait une destination et une carte. Demandez-vous, quelle est votre vision à long terme? Deuxième leçon, la qualité. La créativité sont non négociables. Vous pouvez avoir le meilleur marketing du monde, mais si le produit est médiocre, la magie finira par s'estomper. La troisième leçon concerne le pouvoir de l'image. Protégez votre marque comme votre enfant le plus précieux. Arnault préférerait brûler des marchandises invendues plutôt que de les laisser être vendues à prix réduit. Pourquoi? Parce qu'une réduction dévalorise le rêve. Vous devez maintenir une aura d'exclusivité et de perfection à tout moment. Enfin, la quatrième leçon, soyez patiemment impatient. Cela semble une contradiction, mais c'est le cœur de son génie. C'est la recette secrète. Quel rêve allez-vous commencer à construire aujourd'hui?